Bonjour, chers amis auditeurs de The Mind Radio. Vous êtes à votre rendez-vous mensuel des focus citoyens internationaux depuis Chérique Vallée. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 mai 2024 et nous allons commencer, comme d'habitude, par faire un résumé de l'actualité du mois d'avril. Ensuite, nous allons recevoir Monsieur Tia, Monsieur Marcel Tia, qui est le président du CONASACI, c'est le Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, avec qui on va parler de l'esclavagisme des planteurs. Voilà, lui-même, il va nous expliquer ce que cela contient et on va lui poser des questions sur la situation des planteurs en Côte d'Ivoire. Voilà, donc pour aller sur l'actualité, on va essayer d'aller très rapidement parce que le mois d'avril a été très riche en actualité et il y a tellement de choses à dire qu'on ne pourra pas tout dire. Mais on va retenir quelques thèmes. Par exemple, une mise à jour de la cartographie électorale a été annoncée par la commission électorale indépendante sans que tous les autres acteurs n'aient été associés. Et donc, ça a fait couler un peu de salive et beaucoup d'encre. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore les résultats de cette opération, mais il faut retenir que ce qui avait été décrié, c'était la non-inclusivité de cette opération et surtout l'absence de visibilité par rapport au calendrier électoral en général. Les Ivoiriens auraient souhaité que nous ayons un calendrier qui nous dise toutes les étapes qui vont être franchies avant qu'on arrive aux élections de 2025. On espère que cette doléance sera acquise et que on pourra vraiment aller ensemble sans problème. Il y a le problème aussi de la CNI, que beaucoup d'Ivoiriens ont de mal à avoir alors que elle fait office aussi de carte d'électeur parce que ceux qui n'ont pas leur carte d'électeur, quand ils sont sur la liste électorale, ils peuvent voter avec leur CNI. Et il y a beaucoup qui ont des difficultés. Donc, nous avons beaucoup interpellé l'ONESI à ce propos-là. Il y en a qui attendent depuis 2 ans, depuis 3 ans, ça fait quand même beaucoup. Et même quand on leur demande de reprendre la procédure, c'est pas évident pour eux. Donc, ça, c'est un problème assez sérieux. Voilà. L'autre problème que nous vivons au quotidien ici en Côte d'Ivoire, c'est la vidéo-verbalisation. Le système de vidéo-verbalisation a été installé depuis l'année passée. Malheureusement, ça ne se passe pas très bien parce que il est défaillant. Même quand les gens veulent consulter le niveau d'infraction qu'ils ont, ils vont sur le site. C'est pas toujours que le site est disponible. Et même quand on vous accuse de certaines infractions, parfois c'est des jours où vous n'êtes même pas sorti. Donc il y a un problème. L'autre problème, c'est la façon dont on arrête les gens dans la rue en exigeant qu'ils puissent payer. Je crois que ces derniers temps, ça s'est un peu amélioré, mais c'est quand même un problème le fait que les infractions déclarées ne soient pas toujours vraies. Donc, il y a une correction à faire dans le système. Le problème du prix du cacao. Le prix du cacao a été donné le 2 avril dernier et après cette annonce, les syndicats se sont rencontrés en conclave le 12 avril. Mais comme tout à l'heure, nous allons échanger avec monsieur Marcel Tia. On aura tous les détails sur cette affaire. Voilà. Début avril, on a eu aussi la fête de la Renaissance du PPACI et donc ça a été aussi un événement majeur du mois d'avril. L'autre problème crucial, c'est le problème des déguerpissements qui ont commencé depuis janvier 2024 et qui se poursuivent contre tout ce qui a été dit. Parce que quand le district a commencé à déguerpir les gens, le chef de l'État a demandé lors du Conseil des ministres du 13 mars que cela soit fait avec un peu plus d'humanisme, mais il y a aussi une décision de créer une cellule pour suivre les déguerpissements. Je vous assure que jusqu'aujourd'hui, la cellule n'est pas encore mise sur pied et le district continue de casser. En temps, les mesures qui avaient été aussi définies à la faveur des déguerpis ne sont pas adaptées à leurs besoins ni aux réalités ivoiriennes. Par exemple, on donne 250 000 comme indemnité de relogement, alors que non seulement on a cassé des maisons, mais on a détruit aussi les effets personnels des gens. Donc, 250 000, ça ne peut pas prendre une maison ailleurs que dans un quartier précaire, alors que c'est les quartiers précaires qu'on est en train de détruire. Donc, il y a vraiment un problème. Et il y a eu un début de paiement
ces indemnités de relogement à GESCO et à Técoubé, ce qu'on constate malheureusement, c'est que les listes sont frauduleuses. Il y a même des agents de mairie non déguerpis dont les noms figurent sur les listes. Donc, il y a des victimes qui ne sont pas indemnisées et il y a des non-victimes à qui on remet cette indemnité. Et c'est certainement ceux-là qu'on voit à la télé contents de recevoir les 250 000. Donc, il y a vraiment un problème et les déguerpissements se poursuivent. Le dernier en date, c'était à Zo Village où tout un quartier a été rasé dans les mêmes conditions que les autres déguerpissements, c'est-à-dire sans information préalable ni indemnisation préalable. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres problèmes, mais on va s'arrêter à ceux-là parce qu'il faut pouvoir donner beaucoup de temps pour échanger avec M. Tia. Le dernier point important que je vais préciser, puisque nous, on est dans les droits de l'homme, c'est de vous dire que malheureusement, la liste qui a été donnée le 22 février pour la libération des prisonniers politiques, il y a malheureusement des personnes qui figurent sur cette liste qui n'ont pas été libérées. Je vous donne le cas de M. Dogo Nyato Ange, qui a été extrait de la MACA. Il a été arrêté en 2020, il a été extrait de la MACA le 27 avril 2022 pour être conduit au camp commando de Koumassi où il était jusqu'à ce qu'on annonce sa libération. Et jusqu'aujourd'hui, je vous parle, il n'a pas encore regagné sa famille, il est encore au camp commando. Donc, il y a vraiment beaucoup de violations de droits. J'ai juste cité ce cas pour vous dire que ce qu'on annonce officiellement n'est pas toujours vrai. Voilà, il y a beaucoup d'autres problèmes. À Angovia, il y a une mine qui n'a pas respecté son contrat avec les villageois. Les gens se sont plaints, ils ont ramassé les jeunes, on les a mis en prison. Et ça, c'est un cas parmi tant d'autres. On a eu aussi le problème de l'INFPA. Les étudiants de l'Institut agricole qui se plaignent, ils ont passé un concours de la fonction publique pour entrer à l'école. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il faut encore passer un concours d'intégration. Et à cause de ce concours d'intégration, il y a des promotions qui, depuis 2009, sont sur le carreau parce qu'ils n'ont pas réussi à ce concours. Alors que parallèlement, il y a d'autres écoles comme l'ENF, comme l'ENA, comme le CAFOP, où les élèves sont élèves fonctionnels. Donc, pourquoi est-ce que pour cet institut-là particulièrement, ce n'est pas la même chose? De cet institut aussi, on a extrait ceux des eaux et forêts qui, eux, sont élèves fonctionnels. Donc, il y a un, deux poids, deux mesures qu'on constate au niveau de l'administration. Et donc, les élèves se sont révoltés contre ce concours et l'affaire est toujours pendante. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et si les auditeurs n'ont pas de questions à poser sur ce qu'on a exposé par rapport à l'actualité, on va introduire notre invité pour commencer le débat sur les planteurs. Voilà. Donc, on a invité aujourd'hui M. Marcel Tia, qui est le président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire. Nous l'avons invité aujourd'hui pour intervenir sur le thème esclavagisme des planteurs en Côte d'Ivoire. D'aucuns pourraient trouver que le thème est fort, mais je vous assure que dans notre pays, c'est tous les planteurs de toutes les filières qui souffrent de la non-maîtrise de leur filière. Ils ont confié leur filière à des administrateurs et sur le terrain, c'est beaucoup de maltraitance. Les coûts ne sont pas bons pour tous les produits agricoles et donc ça fait beaucoup de choses. Mais comme monsieur Tia lui-même est là, on va le saluer. Bonjour, monsieur Tia. Bonjour, madame la présidente. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. On va vous laisser la parole pour nous entretenir. Comment on peut expliquer l'esclavagisme des planteurs en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? D'abord, merci pour l'opportunité que vous donnez aux paysans de Côte d'Ivoire de s'exprimer à travers ma modeste voix. Avant tout propos, nous voulons d'abord rendre gloire à Dieu. C'est lui qui est le maître de tout. C'est lui qui permet que nous soyons là ce soir. Que sa puissante main soit sur nous et que son esprit guide le débat. Amen. Ceci étant, je suis Marcel Tia, je suis planteur dans le jargon. En bon français, on dit agriculteur et président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire. Nous avons voulu parler de l'esclavagisme ou l'esclavagisation des paysans en Côte d'Ivoire. Le thème, il est fort, mais c'est le thème qu'il faut. C'est le thème qui s'adapte au moment et à la période et à la circonstance. Entendez par là, si vous me permettez, moi je rentre en même temps dans la définition du thème, si vous me permettez. Allons-y, oui. Ok.
Vous voyez, je vais toujours prendre l'exemple de nos grands-parents qui étaient dans le travail forcé où ils percevaient la moitié du prix du cacao de café et c'est ce qui a permis que nos grands-parents luttent avec le syndicat agricole africain pour nous donner l'indépendance. On parlait de moitié prix en ce moment. C'était le temps de travail forcé. C'était même après l'esclavage. Mais aujourd'hui, vous voyez que le prix du cacao a augmenté de plus de 300% sur le marché mondial. De 300%, dans ces 2 jours, ça vient de diminuer à environ 27%. Et les gens sont contents du fait que, nous avons décrié que le prix est monté et que les paysans ne perçoivent pas le prix qu'il faut. Et les gens se réjouissent du fait que, en pensant que c'est nous qui sommes dans le faux. Mais en réalité, vous voyez que quand quelqu'un qui passe toute sa vie à cultiver le cacao, le café, et que ce produit-là est payé aujourd'hui à 4500, entre 4500 à 7000 francs le kilo, et que lui ne perçoit que 1500 francs, et qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous ne savons pas quelle est la stratégie de commercialisation du café, du cacao, et quelle est la stratégie de commercialisation des produits même semi-finis, pendant que les principaux acteurs, les principaux producteurs que nous sommes, nous ne percevons que des miettes. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les paysans ivoiriens ont permis que tous les Ivoiriens soient formés, ont permis aujourd'hui que tous les Ivoiriens soient à l'aise. Et en retour, vous voyez la souffrance dans laquelle les paysans sont aujourd'hui. Pas d'électricité dans les villages, pas de routes pour avoir accès à nos villages. Pas d'eau potable dans certains villages. Pas d'eau potable dans la majorité des villages. Pas d'accès à la santé. Et puis nos enfants n'ont plus accès à l'éducation gratuitement aujourd'hui. Alors que c'est le contrat social que les paysans ont signé avec l'État de Côte d'Ivoire en 1960 en décidant de façon délibérée. Je dis bien de façon délibérée parce que c'était l'un de leurs qui était à la tête du syndicat agricole africain qui a cédé à la tête du pays en la personne du président Houphouët-Boigny. Étant planteurs, les planteurs ont décidé de consentir une bonne partie de leurs revenus pour qu'en retour, eux et les enfants puissent bénéficier d'une vie décente. Les paysans et les enfants vivent aujourd'hui dans une situation de précarité très avancée et personne ne s'en soucie. Ça sous-entend tout simplement que les élites ont transformé leurs propres parents en esclavage, en complicité avec les multinationales, parce qu'aujourd'hui, c'est les multinationales qui ont le contrôle du cacao, du café de Côte d'Ivoire et les autres produits agricoles, c'est-à-dire que les produits de rente. Et pour d'abord finir, c'est pour dire tout simplement que nous, les paysans de Côte d'Ivoire, nous avons mal au cœur. Nous avons mal au cœur parce qu'on a mis les enfants à l'école pour venir nous défendre. Et aujourd'hui, ces mêmes enfants ont transformé les paysans en esclaves des temps modernes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Voilà. Donc, si on veut résumer, voilà. D'accord. Si on veut résumer, les planteurs travaillent beaucoup, mais ils ne bénéficient pas du fruit de leur travail. Et ils vivent dans des conditions misérables au point de ne même pas pouvoir scolariser leurs enfants. Voilà. Et donc, quel est le rôle du Conseil Café Cacao dans cette affaire? Le Conseil Café Cacao est arrivé en 2012 parce que le système de la libéralisation qui était en vigueur avait connu quelques difficultés. Mais c'était des difficultés vraiment mineures. Aujourd'hui, on trouve que c'était des difficultés mineures parce que, et le rôle du Conseil Café Cacao, c'était de redresser la situation en 3 ans afin de remettre la gestion de la filière café cacao aux producteurs. Ça nous fait aujourd'hui plus de 12 ans que ça perdure. Et donc, il devait redresser la situation jusqu'en 2015. Exactement. D'accord. Est-ce qu'ils vous rendent compte de leur gestion? Non seulement ils ne nous rendent pas compte, mais nos acquis, c'est-à-dire que les sociétés que nous avons acquises à notre faveur, quand je prends Coris, qui était la société qui distribuait la sachet aux paysans gratuitement. Coco Service, qui devait se dupliquer dans toutes les zones de production pour permettre que la population, même au-delà des paysans, pour que la population puisse avoir accès au poulet, aux œufs et à la fiente. La fiente, c'est quoi? C'est les déchets des poulets qui devraient servir d'engrais organiques pour nous les paysans, pour entretenir et améliorer la production de nos cacao et de notre café. Mais tous ces produits-là ont été liquidés aujourd'hui. Ok, donc maintenant, quelles sont vos principales revendications avant qu'on ne puisse passer la parole aux auditeurs? Notre principale revendication aujourd'hui, nous pouvons dire que ça se résume en un point principal. Le seul point principal aujourd'hui, c'est que nous demandons tout simplement que l'État nous cède la gestion de notre filière café-cacao. C'est tout. C'est tout ce qui va résoudre
résoudre le problème parce que nous constatons que les dirigeants actuels vont de mal en pis. Actuellement, là où nous vous parlons, le système de commercialisation est complètement bloqué. Les paysans refusent de vendre le cacao. Les acheteurs n'ont plus accès aux produits. Le conseil café cacao, qui est censé coordonner tout cela, n'a pas la même mise sur les paysans que nous sommes. Ils n'ont pas la même mise sur les multinationales. Donc, du coup, le conseil café cacao est devenu inutile dans le système. Ok, d'accord. Ok. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir résumé tous ces problèmes-là. Charlène, nous allons laisser la parole à nos auditeurs pour pouvoir poser toutes les questions qu'ils voudraient pour mieux comprendre les difficultés que rencontrent les paysans sur le terrain. En fait, je vais rentrer dans les détails aujourd'hui pour exprimer la colère des paysans. Tous les paysans aujourd'hui sont en colère contre tous les Ivoiriens, dans leur ensemble, sans exception. Parce que depuis 1946 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est les paysans, avec les revenus du café et du cacao, qui ont formé tous ceux, même tous les hauts cadres de la Côte d'Ivoire et même d'Afrique noire ont été en majorité formés avec les revenus du café et du cacao de Côte d'Ivoire. Que ce soit les politiques, que ce soit toute l'élite, tous ceux-là ont été formés. Aujourd'hui, ils préfèrent prendre leurs enfants pour aller les envoyer à l'extérieur, aller dans les grandes études, alors que c'est nous les paysans qui avons permis que eux ils puissent avoir accès à ces écoles-là, à cette éducation, à ces instructions, à tout ce qu'ils sont aujourd'hui avec les revenus du café et du cacao. Et c'était par mérite. Avant, les paysans, ils prenaient les enfants, tous les enfants de Côte d'Ivoire par mérite pour les former. Aujourd'hui, l'enfant du paysan est livré non seulement à lui-même, mais pour qu'il puisse avoir accès à un emploi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il doit dépousser d'abord des millions. Tous les concours se vendent. Sont payants. Ce n'est plus par mérite. Tous les concours sont vendus aujourd'hui. Alors qu'on a réduit le paysan à la misère. Tous ces revenus sont dilapidés, sont distribués entre les mains des élites. Il ne perçoit que des miettes, pour ne pas dire le résidu. Et ce résidu ne lui permet pas aujourd'hui non seulement de vivre, mais de pouvoir assurer l'éducation des paysans. Ok, M. Tia, on a bien compris que les paysans ont beaucoup donné à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire leur donne très peu. Exactement. Mais en même temps, en accusant tous les Ivoiriens contre lesquels vous êtes fâchés, il y a un groupe de paysans qui s'est permis de venir dire qu'eux, ils sont contents de tout ce qui se passe. Il n'y a pas de solidarité aussi entre eux. Oui, en fait, ça, vous savez, c'est l'héritage de la colonisation française qui se présente comme tel. Parce que le système français est conçu de telle sorte que quand ceux qui parlent des problèmes réels et des problèmes existentiels, qui doivent arrêter les pillages et les vols, il faut toujours trouver des collabos, des vendus, à qui on donne des miettes, qui viennent toujours raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, d'accord. Mais après le 12 avril, qu'est-ce que vous avez décidé? La lutte est au point mort ou bien il y a des actions en vue? La lutte n'est pas au point mort. Les actions sont en cours. Nous avons déposé la liste des résolutions de Daloa sur la table des autorités, à la présidence, à la primature, au ministère de l'Agriculture, pour ne citer que ceux-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les paysans ont commencé déjà à retenir le cacao et le café. C'est ce qui commence à mettre le porc à sec. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez que on n'a pas envie de faire une action que les gens vont politiser derrière. Et ce que chacun doit savoir, les plantations que nous détenons, ce sont nos plantations à nous, ça n'appartient pas à l'État de Côte d'Ivoire. Chacun est propriétaire de sa plantation. Et chacun est propriétaire de sa production. Chacun est propriétaire de sa production. Logiquement, la loi autorise et la loi permet aux paysans de se regrouper les produits pour aller les vendre où ils veulent. Mais malheureusement, aujourd'hui, le système qui est mis en place empêche les paysans de se regrouper parce qu'on nous prive de financement, alors que les financements de la récolte sont normalement censés être faits sur les réserves de l'État de Côte d'Ivoire. Et malheureusement, aujourd'hui, ceux qui détiennent les financements en Côte d'Ivoire, qui sont dans le cacao aujourd'hui, nous ne savons pas d'où proviennent les sources de financement. Mais avec quelques enquêtes que nous avons menées nous-mêmes, nous nous rendons compte que c'est le blanchiment d'argent qui est devenu une monnaie courante aujourd'hui dans la filière café-cacao. L'argent des drogues, l'argent des ventes d'armes, c'est ce qui est dans les mains de ces gens-là aujourd'hui. C'est ce qui leur permet de échanger l'argent sale contre le cacao et en complicité avec les autorités. C'est ça qu'il s'agit. Wow. Merci beaucoup. On va voir j'ai une question, j'ai une préoccupation, oui. Patrick.
c'est Charlène. D'accord. Monsieur Tia, je pense que ce que vous êtes en train de dire là, parce que après vous avoir écouté, je suis en train de me rendre compte que c'est la gangrène qui est juste en train de s'élargir et de s'agrandir. Parce que ce que vous êtes en train, parce qu'aujourd'hui, rien ne se passe en Côte d'Ivoire, je dis, sans qu'on ne cite ou bien on ne nomme le gouvernement ou bien les autorités. Ça commence avec le orpaillage. Aujourd'hui, c'est en train de toucher maintenant la filière café, cacao. Et l'éducation, ça, on n'en parle pas. Maintenant, ça commence à être vraiment drastique à travers les déguerpissements abusifs, de façon très abusée. Et ça ne va, je pense que c'est la gangrène qui est née en Côte d'Ivoire juste après je pense que depuis 2015, après la séparation officielle de tout ce gros RHDP qui était juste, quand je parle de gros RHDP, je parle de RHDP quand notre papa Bédier, il était paix à son âme et tous les autres étaient dedans. Après la séparation, après la fissure de cette grosse illusion de RHDP là, je pense que c'est là que la gangrène a commencé. Et aujourd'hui, c'est en train de toucher la filière café cacao. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour régler ce problème-là, M. Tia seul ne pourra pas, même avec Picheri Balé, ça va pas être facile. C'est devenu tellement sérieux. C'est ce qui fait que même quand on finit d'écouter, on comprend, ça fait mal au cœur et on ne sait pas par où commencer. Donc, je pense que pour plus ou moins régler ce problème-là, comme on dit, le poisson pourri par la tête, on a qu'à juste à vraiment faire un éveil. Et l'éveil, c'est à tous les niveaux. Tant que chaque Ivoirien sera payable, tant que chaque Ivoirien sera pris de côté et puis accepter 1 million, 2 millions, ça va être compliqué. La lutte va être très compliquée. Donc, c'est pourquoi par moment, même quand j'écoute Picheri Balé avec tous ces sujets et tous les invités vraiment très authentiques qu'elle envoie sur The Mind Radio, j'ai très mal au cœur. Je suis pas en train de prêcher du pessimisme, mais je veux dire que le sommeil est très profond, la gangrène est en train de s'élargir. Et même si on veut aider, comment on aide? Moi, c'est toujours ma question. Même si on veut aider, comment on aide? Merci. Bon, comme c'est une question d'ordre général que tu as posée, je vais me permettre de répondre. Ou bien notre invité est inspiré pour répondre à cette question? Non, allez-y d'abord, Madame la Présidente. D'accord, merci beaucoup. Donc, comment on aide? Charlène, en posant sa question, a dit quelque chose qui est très important. Elle a dit que le poisson pourrit par la tête. Si le poisson pourrit par la tête, à mon humble avis, il n'y a pas d'autre solution que de changer la tête. Parce que c'est cette même tête-là qui est là, et puis la gangrène s'étend. Tous les secteurs sont sinistrés. La corruption est partout, la division est partout, on ne sait même plus à quel sein se vouer. Nous autres qui sommes société civile, notre solution, c'est de garantir des élections transparentes et apaisées. Parce que si les élections sont réellement transparentes, le choix du peuple va s'imposer. Et si le choix du peuple s'impose, il y a des chances qu'il y ait un changement puisque tout le peuple est mécontent. Mais si on continue avec une CEI problématique, si on continue avec des conditions d'élection qui ne soient pas transparentes, il n'y a aucune possibilité que la tête puisse changer, il n'y a aucune possibilité que le peuple puisse exprimer réellement ce qu'il veut. C'est pour cela que travailler à ce que les conditions pour des élections transparentes se fassent, c'est vraiment important pour nous autres qui sommes de la société civile parce que il n'y a pas d'autre moyen que le vote pour avoir un changement. Voilà ce que moi je peux dire, quoi. Je ne sais pas si la réponse est satisfaisante. Monsieur Tia, vous voulez dire quelque chose? Oui, je vais dire quelque chose. C'est pour dire à madame qui a posé la question, la solution se trouve entre les mains de chaque Ivoirien. La première solution, c'est de vaincre d'abord la peur qui existe en chaque Ivoirien. Ça, c'est la première solution. En disant que bon, ça n'est pas facile, ça ne sera pas. Vous voyez nos grands-parents, le combat qu'ils ont mené là, ça n'a pas été du tout facile. Hein. Eux, ils n'avaient pas de réseaux sociaux, ils n'avaient pas de presse, ils n'avaient personne pour dénoncer. Et aujourd'hui, la deuxième solution, c'est que chaque Ivoirien prenne conscience et commence à dénoncer. En dénonçant à tous les niveaux, plusieurs dénonciations, ça peut porter la voix. Tout se résume pas seulement aux manifestations publiques et tout, mais quand plusieurs Ivoiriens, plusieurs Africains vont commencer à dénoncer le mauvais traitement réservé aux paysans de Côte d'Ivoire, le mauvais traitement réservé à tous les paysans de Côte d'Ivoire. Parce que moi, je le dis et je continue de le dire.
La maladie de la Côte d'Ivoire, c'est le fait que tous les Ivoiriens aient délaissé le monde paysan. Ça, c'est spirituel. Le monde paysan qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est le monde paysan qui est jeté à la poubelle. Chacun marche sur lui. Et puis, on veut trouver des solutions entre soi. La solution ne peut venir que des paysans. Une fois que les paysans seront contents, et aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est tout simplement céder la gestion de la filière café-cacao, qui est la filière essentielle de la Côte d'Ivoire aux paysans. Dépolitiser toutes les filières agricoles. En dépolitisant toutes les filières agricoles, où aucun politique n'aura une main mise sur une filière agricole, on aura trouvé la solution à toutes les crises qui pourraient ou qui allaient survenir par la suite. C'est parce qu'ils ont encore la main mise sur les revenus des paysans, qu'ils pillent à longueur de journée comme ils le veulent, qu'ils utilisent pour combattre les autres. C'est tout cela qui crée cela. Donc la solution pour nous, c'est la dénonciation. Chacun doit pouvoir dénoncer à son niveau. Vous imaginez aujourd'hui, toutes les presses sont payantes aujourd'hui. Toutes les presses. Personne ne pense que, je suis là grâce aux paysans. Bon, si c'est la bonne cause, en dehors de l'ACI aujourd'hui, qui a permis aujourd'hui que le problème des paysans commence à être connu de tous les autres Ivoiriens étaient assis. Personne, c'est la peur. On doit vaincre la peur pour pouvoir trouver la solution à tous nos problèmes en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je peux donner comme élément de réponse. Ok, merci beaucoup, monsieur. Charlène, est-ce que tu es satisfaite? Oui, je suis très satisfaite parce qu'il a dit le mot. C'est la peur qu'on doit vaincre. C'est vraiment la peur. Et que Dieu nous donne la force à nous tous. Je vais te demander rapidement la permission pour 1 minute. Pardon. On a un frère ici qui a eu une information rapidement à passer, juste pour faire la transition. Et je pense qu'ils ont une activité ici avec le bishop Ouattara Mohamed Idriss pour un moment de délivrance. Voilà, il est là, son représentant est là. S'il peut passer rapidement l'information pour nos auditeurs qui le cotisent, nous. Allez-y, monsieur Nguessan, ouvrez votre micro et parlez. Voilà, vous avez vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà que Ouattara Mohamed Idriss vient nous délivrer ici, alors que je pense que... Allez-y, ouvrez votre micro. Bonsoir, c'est Charles. Shalom tout le monde, shalom les frères, shalom les sœurs, bon dimanche à tous. Oui, très rapidement, je suis venu pour vous inviter à un événement capital. Vous voyez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aussi, et nous pouvons jouer notre rôle sur le côté spirituel aussi. Et ça, c'est très important. Il faut pas négliger le spirituel. Alors, nous sommes là pour vous inviter à cet événement aux États-Unis. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss revient pour la 2e fois pour le festival des miracles, des guérisons et des délivrances. La première édition était à Washington, D.C. Il y a eu beaucoup de délivrances, beaucoup de témoignages, des gens qui n'avaient pas leur papier depuis 20 ans, qui ont maintenant leur papier, qui ont été promus, vraiment beaucoup de délivrances et de miracles. Donc, nous organisons la 2e édition ici au DMV du 9 au 12. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss est là en route. Il vient spécialement pour bénir nos frères. Alors, si vous avez des personnes, vous voyez en Matthieu 9, verset 2, Jésus a utilisé la foi de quelqu'un pour guérir le paralytique. Alors, si vous avez des malades, si vous avez des gens qui sont malades, si vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas garder un boulot, vous avez des problèmes chroniques, venez tenter Jésus-Christ. Alors, nous vous invitons tous du 9 au 12 ici à Washington, plus précisément, l'adresse est 11 Tabernacle Way, Falling Water, West Virginia, c'est entre la frontière de Maryland et puis West Virginia, un cadre très bien de délivrance. Nous allons rentrer là-bas du 12, de 9 et nous sortons le 12. Alors nous invitons tous nos frères, toutes nos sœurs qui veulent vraiment expérimenter Dieu, qui veulent rencontrer Dieu, qui veulent avoir la guérison, qui sont malades, qui ne trouvent pas de solution. C'est votre moment de venir voir, de venir goûter la solution Jésus-Christ. Et comme ça, ils pourront témoigner. Tous ces problèmes-là vont se résoudre. Le problème de l'Afrique va se résoudre quand la lumière de Dieu sera sur l'Afrique.
Nous avons les hommes, nous avons les moyens. Nous sommes un continent très intelligent et je pense que si nous avons la lumière de Dieu, tout cela va se résoudre aussi. Alors je vous invite, n'hésitez même pas, venez tenter Jésus-Christ du 9 au 12 ici à Washington. Voilà. Merci bien, M. Nguessan. Voilà qui est dit. Allez, chérie, tu peux continuer avec ton émission. Merci, M. Nguessan. À plus. Merci. Ok, nos auditeurs ont-ils des questions? Oui, j'ai une question. Apparemment, aujourd'hui, là, oui. Bonjour, chérie. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Bonjour, M. Kwame. Alors, vous savez, nos institutions ne sont pas fortes. Nous n'avons pas des élites qui restent encore pour pouvoir dire non à certaines choses. Ce qui fait que, peu importe la lutte que la population va mener, ceux qui sont en haut sont déjà des bloqueurs. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question à M. Tia. De votre posture, êtes-vous sûr que vous pouvez tenir le coup à l'instar de Dame Pulchéry, malgré les pressions, les emprisonnements, ou si l'État, le gouvernement qui est là, venait un jour pour vous mettre de côté, vous donner des liasses de millions, pour vous mettre à l'écart, pour que tout cet élément que vous êtes en train de mettre en exergue pour le bien-être du secteur, est-ce que vous êtes en mesure de dire non et de pouvoir continuer la lutte? Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai remarqué dans toutes les institutions, dès qu'il y a un problème, comme vous-même vous l'avez évoqué, il suffit de prendre quelques groupes, quelques gens qui sont à la tête du groupe, on les donne un peu et le discours est mort, plus personne n'en parle. Et la seule que nous on suit actuellement, Dame Pulchéry, qui arrive à tenir le coup malgré tout ce qu'on lui fait, elle arrive à tenir et c'est ce que nous, cachés, on arrive à croire, on arrive à avoir de l'espoir qu'il y a encore des personnes à qui il faut faire confiance. Donc ça c'est une question qui vous est adressée. À combien vous serez payable, oui ou non? Donc je reviens à Madame Pulchéry. Pour les efforts consentis jusque-là, est-ce que vous croyez que en allant aux élections en 2025, comme vous avez évoqué avec la CEI, les conseils constitutionnels, vous êtes sûr que nous pouvons avoir gain de cause en ce petit temps? Il reste moins d'1 an, si je peux me le permettre. Vous êtes sûr que la population ivoirienne puisse comprendre et opérer ce changement-là? Merci. Et vous allez demander à M. Eddy de se préparer. Il avait levé la main, je ne l'avais pas vu. Allez-y. D'accord. Merci beaucoup, M. Kwame Didier. M. Tia, vous pouvez répondre à la question. Est-ce que vous pouvez résister à la corruption? Merci beaucoup, Madame Abdou. Monsieur Kwame, c'est une très bonne question. Et moi, ce que je vais dire, Madame Pulchéry Balé, elle me connaît un peu. On se connaît un peu. Chez nous, il y a un adage qui dit que c'est celui qui met le canari au feu, là. C'est lui qui peut savoir si le canari bouffe ou pas. Sinon, le canari ne peut jamais se dire que je suis en train de bouillir. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ce n'est pas... J'ai été approché à plusieurs reprises par rapport à ce que vous êtes en train de dire pour me proposer des liasses. Et je ne suis pas à quelques billets de banque près, pour ne pas dire, je ne suis pas vendable, comme on le dit. J'ai un principe, je me suis dit que le président Houphouët et ses camarades, c'est parce qu'ils ont décidé un jour de garder leur dignité, c'est ce qui leur a permis d'obtenir l'indépendance pour nous aujourd'hui, et nous sommes fiers de cela, et nous sommes contents aujourd'hui quand nous nous exprimons. Sinon avant, tout ceci n'était pas accessible. Et c'est cette ligne-là que nous nous sommes donnés. Seuls les paysans ont pu délivrer la Côte d'Ivoire hier. Aujourd'hui, ce que nos enfants sont allés apprendre le mieux, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est la corruption, la roubladise et puis le mensonge. Mais quand vous avez la crainte de Dieu, le véritable Dieu, j'ai pas dit le Dieu que tout le monde chante chaque jour. Moi, je suis planteur. Je suis fier de l'être. Et mon combat, c'est de réussir à libérer non seulement la filière café cacao et par ricochet toutes les filières agricoles. Ça, c'est mon combat. Les gens peuvent penser tout ce qu'ils veulent, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut venir vous dire que voilà, telle frange je suis allé donner à M. Tia pour casser une lutte. Renseignez-vous dans la filière café cacao, vous en prendrez un peu à mon sujet. C'est ce que je peux répondre. Je n'ai pas de prix. Mon prix, c'est la dignité. Voilà ce que je peux répondre. Merci bien, M. Tia. La question qui me concerne. Oui. En allant aux élections en 2025, dans le texte actuel, il y a des raisons d'avoir des craintes que les organes qui organisent les élections ne sont pas crédibles, puisque l'opposition est idée. En fait, on ne voit pas vraiment comment on peut obtenir un changement. Mais moi, je pense que si on aime notre pays, quels que soient les côtés, on ne doit pas perdre espoir. C'est pour cela que nous devons réfléchir à comment faire pour assainir l'environnement électoral. Malheureusement, comme l'a dit M. Tia tout à l'heure, les gens ont peur pour tout. En fait, on ne peut pas vouloir le changement et puis mettre en face la peur. Parce que le changement s'obtient par des luttes. Et les luttes s'obtiennent évidemment au combat, je veux dire, se font au front. Et donc, si les Ivoiriens comprennent
la situation dans laquelle nous sommes et que chacun comprend sa responsabilité et que chacun décide de s'engager, moi je pense que le changement peut intervenir, même si on est à 3 mois des élections, parce que chacun aura pris sa responsabilité dans le changement. Mais si les gens restent dans leur salon, dans les partis, dans les bureaux, ils se plaignent, mais qu'ils ne font pas le pas de l'engagement, mais on va tous continuer de subir cette situation. Donc, il nous reste plus d'1 an avant octobre 2025. Et nous autres, en tant que société civile, nous avons décidé d'aller au contact des populations pour leur parler contre les achats de conscience, pour leur parler sur leurs responsabilités, pour leur parler des critères de choix d'un candidat. Moi, je pense que si on a les moyens de faire cette campagne et si d'autres s'y mettent, on peut arriver à un résultat. En toute chose, tout est une question de stratégie. Mais si tout le monde ne s'engage pas, ou du moins si la majorité ne s'engage pas, alors nous allons rester dans cette même situation et notre situation va empirer. Regardez le cas des désertifs. Partout où nous sommes passés, les partisans même du parti au pouvoir sont plus nombreux là-bas. Et ça, c'est l'occasion de leur dire l'importance du vote. Parce qu'il faut que les gens soient conscients que quand on vote là, on confie son avenir à la personne à la personne qu'on vote. Si on est conscient de cela, on ne fera plus de choix n'importe comment. Et je pense que le changement là, il va venir de lui-même. Donc, je pense qu'il n'y a pas à désespérer. C'est vrai que le tableau est assez sombre, mais si on est unis et qu'ensemble, on demande l'assainissement du système électoral et qu'ensemble, on va vers les populations pour leur expliquer les choses dans le langage qu'elles peuvent comprendre et qu'on a désormais des citoyens responsables, ce changement-là va se faire. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Prenez M. Eddy. Merci beaucoup, madame. Merci, M. Kwame. Monsieur Eddy, votre micro est ouvert, allez-y. Bonsoir, Jarlène. Bonsoir à tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être sur la chaîne à l'écoute des invités que notre sœur Edith nous apporte pour toucher les problèmes réels des Ivoiriens ordinaires et surtout des planteurs qui font partie de ce qu'on appelle en majorité l'économie informelle en Côte d'Ivoire. Donc bonsoir à Monsieur Tia. J'ai peut-être quelques commentaires et des questions, mais je vais commencer par les questions. Avec le tableau présenté par M. Tia, j'aurais souhaité qu'il nous fasse aussi le tableau de la participation, de la présence, des syndicats dans le milieu agricole et la participation effective des planteurs, surtout de café et de cacao, dans ces syndicats-là. La raison pour laquelle je pose cette question, il a fait référence au président Houphouët-Boigny et nous savons tous que avant de parler du PDCI-RDA, il y a eu d'abord le syndicat agricole africain qui a lutté pour le bien-être donc de ces planteurs, mais aussi qui est devenu la formation phare dans toute l'Afrique pour défendre les intérêts de toutes les populations en général. Donc aujourd'hui, quel est le rôle des syndicats? Donc combien de syndicats il y a? Et dans le secteur agricole, secteur café-cacao, et quelle est la participation effective, la connaissance que les planteurs eux-mêmes ont de ces syndicats-là. Deuxième question à son endroit, on parle, il a beaucoup jeté un coup d'œil vers les gouvernants, ce qui est tout à fait juste. Le problème qui est dénoncé aujourd'hui peut être se poser avec beaucoup d'acuité avec le régime prédateur que nous avons présentement. Mais la question du bien-être des producteurs de café et de cacao demeure une question récurrente. Même avec la création de la caisse d'âme, on l'a vu, les planteurs en Côte d'Ivoire n'ont jamais été au fait de la position de pouvoir jouir, on peut dire peut-être à 100% du produit de leur labeur, malgré les différents efforts qui ont été faits. Alors, la question aujourd'hui, encore une fois, c'est de savoir où en sont les planteurs dans le bénéfice de certaines décisions et politiques de couverture sociale et de protection sociale, j'allais dire par exemple, l'assurance maladie ou bien la couverture maladie universelle dont on parle, et puis l'inscription des employés du secteur informel, des employés indépendants à la CNPS par exemple, pour assurer. Quel est aujourd'hui le taux de bancarisation dans le monde paysan par exemple? Parce que toutes ces choses-là permettent effectivement à ces planteurs-là de pouvoir participer à l'économie
voilà les deux premières questions par lesquelles je voulais commencer, et puis ensuite apporter après peut-être d'autres questions ou bien des commentaires. Ok, merci beaucoup. C'est M. Eddy, non? Oui, c'est Eli. Non, Eddy. Bonsoir, M. Eddy. Bonsoir. Bonsoir, M. Eddy. Vous avez bien noté, M. Tia? Oui, j'ai bien noté. D'accord, donc allez-y. Voilà. Quelle est la présence, c'est-à-dire la présence des syndicats dans la filière agricole en général? Je vais vous répondre par le fait que... leur rôle, et est-ce qu'ils peuvent changer quelque chose, comme ça a été le cas du syndicat agricole avant? Oui, justement, c'est parce que nous avons pris conscience aujourd'hui que seuls les syndicats agricoles peuvent changer non seulement les choses dans le milieu agricole, mais en changeant toutes les choses dans le milieu agricole, ça va se répercuter positivement sur tout le pays et sur tous les Ivoiriens, comme le syndicat agricole l'avait fait. Vous aviez parlé de l'ancienne caisse stable qui n'a pas bénéficié aux planteurs. Oui, certes, mais en fait, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Parce que nous, les paysans, nos grands-parents n'ont pas été dupes. Ils ont été très malins, très intelligents en mettant à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire une bonne partie de leurs revenus. C'est ce qui a permis que tous les Ivoiriens qui s'expriment aujourd'hui bien en français ont pu être formés. C'est ce qui a permis que tous les Ivoiriens qui sont aujourd'hui les élites ont pu bénéficier des bourses de formation dans les écoles à l'extérieur. Et ça, c'est à l'avantage, pour ne pas dire que c'est grâce aux paysans que tous ceux-là ont eu accès à tout cela. Donc, du coup, on ne peut pas dire que la caisse de stabilisation n'a pas été bénéfique aux paysans, puisque le paysan, lui, il a pour souci premier aider tout le pays. C'est les autres Ivoiriens qui pensent que c'est une obligation pour les paysans parce que certains pensent que le fait que l'État aujourd'hui prend 4 500 francs sur le prix du cacao, c'est un droit pour l'État. Ce n'est pas un droit pour l'État de Côte d'Ivoire. Nous pouvons décider du jour au lendemain de dire à l'État de Côte d'Ivoire, bon, ok, c'est nous qui avons décidé, par nos grands-parents, d'aider l'État de Côte d'Ivoire parce que celui qui était à la tête de l'État en son temps, c'était un paysan. Mais comme ceux qui viennent ne sont pas paysans, ils ne pensent pas aux paysans, ils ne pensent pas aux enfants des paysans, nous pouvons décider à tout moment de dire à l'État que nous sommes les propriétaires de nos plantations, nous sommes les propriétaires de nos productions. Donc, à partir de cet instant-là, nous voulons gérer et c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Mais nous n'allons pas aller jusqu'à arracher tout à l'État de Côte d'Ivoire parce que si nous le faisons, c'est pour, ça va pénaliser tout le reste des Ivoiriens. En tant que bon leader, c'est d'être d'abord un bon patriote, c'est être d'abord nationaliste. C'est pourquoi nous voulons trouver le juste milieu. D'abord que tous les Ivoiriens prennent conscience que c'est grâce aux paysans qui sont ce qu'ils sont. Mais les paysans ont besoin d'eux aujourd'hui juste pour faire passer les messages, juste les aider à récupérer la gestion de la filière pour que eux aussi puissent bénéficier avec les enfants et les descendants. Vous avez dit que quelle est la connaissance du syndicalisme aujourd'hui dans le monde agricole. Tous les paysans connaissent la valeur du syndicalisme. J'ai passé 2 ans, de 2021 à 2022, gestionné la presque totalité des zones agricoles de Côte d'Ivoire. Et tous les paysans sont conscients que seul le syndicat peut les défendre parce qu'ils ont encore en tête tous les bienfaits du syndicat agricole africain. Mais il ne s'agit pas de se mettre à la tête d'un syndicat en pensant que les autorités vont t'appeler demain pour te donner quelques enveloppes pour que toi tu ailles vivre mieux en abandonnant les autres. Et c'est cela que nous voulons, que nous sommes en train de faire comprendre aujourd'hui à tous les paysans de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure actuelle 2 syndicats pour le moment, sur peut-être la multitude de syndicats qui existent, plus une association qui avons pris conscience de lutter pour le bien-être du paysan et pour le bien-être de l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI, que je dirige. Il s'agit du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, le SUNASI, du camarade Kone Moussa. Il s'agit de l'Association nationale des producteurs café cacao de Côte d'Ivoire, la NAPROSI, du camarade Kofi Kanga. Nous avons pris conscience, mais chacun prend les responsabilités devant l'histoire. Et c'est cette prise de conscience-là que nous voulons partager aujourd'hui avec tous les Ivoiriens pour que chacun, à son niveau, puisse sensibiliser, puisse faire passer le message pour que ça puisse prendre tous les Ivoiriens, pour qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, parce que tout ce que les politiciens sont en train de raconter là, nous on dit qu'il faut dépolitiser toutes les filières agricoles. Le jour où les Ivoiriens vont comprendre qu'il faut dépolitiser toutes les filières agricoles, la vraie démocratie va s'installer. Donc voici un peu de façon résumée. En ce qui concerne la bancarisation, le taux de bancarisation est très faible aujourd'hui, très faible aujourd'hui au niveau agricole. Pourquoi? Parce qu'à 2 reprises, les paysans ont été grugés. Au temps de la caisse de stabilisation, il y avait la BNDA. La BNDA où les paysans avaient gardé leur argent sous le couvert de la caisse de stabilisation. Et cette caisse de stabilisation a été liquidée sans même que les paysans soient remboursés des dommages. Ça a été un. Deuxièmement, il y a eu
la vague des COPEC et des CECP, la caisse d'épargne, qui ont apparu à un moment donné. Tous les paysans sont allés épargner, beaucoup de paysans ont épargné là-bas, mais l'épargne des paysans a été encore mal gérée et puis détournée comme ça l'a été. Sinon, aucun secteur en Côte d'Ivoire, je dis aucun secteur n'engrange assez de moyens que le cacao. Ne serait-ce que 2 millions de tonnes de cacao, si vous prenez 1000 francs le kilo, c'est près de 20 000 milliards qui circulent en milieu rural chaque année en Côte d'Ivoire. Vous imaginez si les paysans aujourd'hui sont entendus et écoutés, organiser la gestion de 20 000 milliards en milieu agricole, aucun secteur en Afrique ne peut engranger comment on appelle ça, une telle masse d'argent. Mais tous nos intellectuels, tous nos banquiers, tous nos juristes sont occupés à autre chose. L'essentiel est ailleurs et puis tout le monde perd son temps dans l'inutile. Aucun banquier ne pense à ça en Côte d'Ivoire. Aucun banquier. On préfère aller voir les fonctionnaires. Il y a combien de fonctionnaires en Côte d'Ivoire? Ils touchent combien? Quand vous prenez la marge salariale en Côte d'Ivoire, c'est combien? Par rapport à 20 000 milliards. Donc, le problème n'est pas que le planteur n'a pas envie de mettre son argent en banque. C'est parce que le planteur, il faut qu'on donne l'occasion au planteur de se prendre en charge et puis vous allez voir des miracles que le planteur peut produire en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Tcheka. J'espère que M. Eddy est satisfait des réponses. Edith, je peux... Oui, je peux reprendre ici. En tout cas, merci pour les réponses données. Je pense qu'il y a sur le terrain plusieurs autres études et approches et tout ça qui peuvent effectivement étayer ce que M. Théa veut dire, mais démontrer aussi qu'il reste encore vraiment beaucoup à faire quant à la prise de confiance et à la confiance que les paysans eux-mêmes puissent avoir en ces différentes structures. Revenant sur la question de la caisse de stabilisation, ce serait vraiment une gageure de ma part de dire que la caisse de stabilisation n'a pas profité à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça la question. Mais la question essentielle ici était par rapport au paysan lui-même d'abord. Quand tout à l'heure, en dressant le tableau du paysan, du producteur de café et de cacao en Côte d'Ivoire, vous avez parlé du manque d'hôpitaux proches pour ces planteurs-là, que vous avez évoqué même la question de la bancarisation et autres, tout ça. C'est à ce niveau-là d'assistance que nous sommes en train de parler. C'est vrai qu'il y a eu la BNDA, mais nous savons, comme vous le dites, la BNDA a disparu et les planteurs ont perdu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les planteurs, même avec leurs terres, ne sont pas capables d'avoir accès à des prêts bancaires, ce que le professeur Mazou Koulibaly répète toujours. Mais en même temps aussi, aujourd'hui, vous constatez qu'il y a une autre menace sur l'élément même de production du café et du cacao, c'est-à-dire les terres. On parle aujourd'hui donc des ACD, on parle aujourd'hui d'appropriation des terres, et dans les zones où le café et le cacao qui constituent l'essentiel de la production en Côte d'Ivoire, dans ces zones-là, il y a une menace sur les terres. Donc je pense que la question du paysan, la question des planteurs, la question agricole a une dimension, oui, a des dimensions vraiment très 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 larges. C'est pourquoi moi je suis d'accord. Je vous remercie d'abord d'être là pour qu'on puisse en discuter. Donc, pour revenir sur la question de la caisse d'AF, je crois qu'on ne s'est pas compris. Ma question n'était pas de dire que la caisse d'AF n'a servi à rien, c'est faux. Mais c'est de dire que quand on regarde la situation aujourd'hui des paysans en Côte d'Ivoire, des producteurs en Côte d'Ivoire, quelle que soit la filière cacao, arcade et autres, tout ça, il y a une situation vraiment très 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 dangereuse, ce qui justifie l'importance de l'émission aujourd'hui. Si nos paysans ne peuvent pas avoir accès à l'hôpital. J'ai parlé de l'assurance ou bien la couverture médicale universelle. Quel est le taux de pénétration pour permettre à ces paysans-là de pouvoir être là-bas? Donc voilà un peu la situation sociale qui permet effectivement de, c'est mon dernier mot, d'accélérer ou bien d'agrandir la prise de conscience au niveau des Ivoiriens concernant la situation de nos parents, frères et sœurs paysans qui produisent ce que nous consommons. Voilà un peu les raisons de ma question. J'ai d'autres commentaires, mais Edith, je voulais terminer en disant que on ne saurait comment continuer de tirer le chapeau, parce que ces problèmes-là sont les problèmes réels que vivent les Ivoiriens dans leur grande majorité. Si les paysans ne sont pas bien traités, si le cacao n'est pas bien acheté, c'est vrai qu'il y a une grande proportion des Ivoiriens, des enfants qui ne pourront pas aller à l'école, qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas accès à des écoles de qualité, à des soins de santé de qualité et à d'autres choses, et participer effectivement à l'économie que nous avons parce que le taux de bancarisation est faible. Donc, ce que tu continues de faire mérite vraiment qu'on puisse encadrer. Le deuxième commentaire que je voulais faire pour terminer, c'est la question posée sur la corruption et la capacité de M. Théa et bien d'autres personnes de pouvoir résister.
Je crois que seule, la réponse qui a été donnée par M. Tia est très bonne et encourageante, mais je voulais dire que seul, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, autour de tous nos leaders, que ce soit les leaders de la société civile, il faut qu'il y ait toujours, et je pense que c'est ce qui est en train de faire avec ACI, des structures de veille pour permettre même au leader qui est là de pouvoir résister, parce que quand on est paupérisé, quand on sommes des êtres humains, on a fermé tous les circuits, on vous expose, les gouvernants peuvent vous exposer effectivement à des situations où vous ne comptez que sur vous-même parce qu'ils auraient fermé tous les circuits autour de vous, ils auraient corrompu tout le monde autour de vous, ou bien ils auraient menacé les structures. Donc ce n'est pas la personne individuelle, mais c'est toute la structure qui est autour qui permet aux leaders de pouvoir résister. Moi, voilà l'élément de réponse que je voulais aussi apporter à ce que M. T a dit. Edith, je vous passe la parole. En tout cas, merci. C'est toujours un plaisir d'écouter vos émissions. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Dr. Eddy, pour votre contribution. Merci infiniment. Il faut dire aussi que l'accès aux services sociaux pour les paysans n'est pas facile. Et à ma connaissance, il n'y a pas de politique de communication qui a été mise sur pied pour que les paysans aient accès à la sécurité sociale, pour que les paysans aient accès à la santé. Normalement, dans notre pays, c'est 5 km au plus entre chaque centre de santé. Mais il y a des zones tout entières où les villages n'ont pas de dispensaires, encore moins de centres de santé. Il y a encore beaucoup à faire. Et donc, tout ça, c'est une question aussi de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Parce que si on veut faire une vraie campagne pour que les paysans aient accès à la santé, on trouvera forcément les moyens de le faire. Voilà. Donc, merci, M. Eddy, pour votre contribution. Est-ce qu'il y a d'autres auditeurs qui ont des questions? Je voudrais ajouter quelque chose sur l'assurance maladie, là, si vous me permettez. Oui, allez-y. Voilà. Vous savez, en ce qui concerne, par exemple, la couverture maladie universelle, aujourd'hui, c'est inconcevable qu'on demande aux paysans, chez qui on prend déjà plus de 4 000 francs, de cotiser 1 000 francs encore par mois pour qu'ils puissent avoir l'assurance maladie. C'est inconcevable. Ça, c'est un. De deux, les paysans sont dans des campements, ils n'ont même pas accès facilement à des centres de santé. Bon, ils vont, on leur demande de payer les 4 de ces 1 000 francs, ils n'ont qu'à cotiser 1 000 francs par mois. Quand ils seront malades, c'est pas évident qu'ils puissent avoir accès à un centre de santé adéquat. Donc ça encore, c'est pour venir aggraver la situation de précarité du paysan. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter sur... Les 4 000 francs sont prélevés sur quoi? Le kilo du cacao? Le kilogramme de cacao. Ah, okay. Oui, le kilogramme de cacao. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix entre 5 000 et 7 000 francs le kilogramme de cacao. Et quand on donne 1 500 francs au planteur, il y a entre 3 500 à 4 000, 4 500 qui restent dans les mains. Voilà. Donc, si on prend ça, en plus de ça, on va demander aux paysans, lui, il n'a qu'à cotiser 1 000 francs pour assurer sa couverture maladie. Ensuite, il donne beaucoup plus que 1 000 francs. Oui, il donne beaucoup plus que 1 000 francs. Ça, c'est des choses que même le gouvernement devait donner gratuitement à tous les paysans de Côte d'Ivoire parce que déjà, ce qu'il prend, c'est déjà trop. Voilà. Et le problème de terre que M. Eddy avait touché. Aujourd'hui, vous voyez, quand on nous parle de ACD, des titres fonciers, c'est pour aboutir à quoi? C'est pour aboutir au paiement d'impôts sur les portions de terre, sur les portions sur les plantations. Comment on peut être aussi cruel comme ça? On prend tout dans les mains des paysans, on lui demande de faire son certificat foncier qui coûte extrêmement cher pour qu'on vienne lui prélever encore impôt sur les 1 500 francs là, qu'on lui donne. Et le problème de terre aujourd'hui, on peut pas, si on veut parler de ça, on n'en finira pas. Je vais rester là pour qu'on puisse avancer. Merci. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Tia, moi je suis restée sur ma faim par rapport à la question sur les actions à mener. J'ai cru comprendre que vous avez décidé de ne plus commercialiser votre production, c'est ça? Exactement. Et ensuite, ça veut dire que l'action a commencé, on a déjà démarré. J'ai fini. Vous avez décidé de ne plus commercialiser votre production et apparemment, il n'y a pas eu de communication dessus parce que moi, je ne suis pas informée. Mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Non, en fait. Et est-ce que tout le monde va le faire? En fait, c'est pas suffisant, mais ça sera suffisant. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous on a fait? On a déposé nos résolutions auprès des autorités et puis on observe pendant
laps de temps. Entre-temps, nous sommes en train de sensibiliser et mobiliser les bases. Parce que si nous donnons une date qui est publiée, les autorités vont anticiper. Mais il y aura un mouvement de protestation qui sera spontané. Donc, au moment opportun, vous allez voir que les choses vont aller. Mais on espère que les autorités sont en train de comprendre. Nous espérons. Mais dans le cas contraire, il y a des actions vraiment qui vont venir par la suite. Non, mais je voulais poser une question, commentaire. Avec les actions en vue telles que Edith demande, je voulais demander à M. Théa, quelle est la connexion de cette structure avec, j'allais dire au niveau international, surtout en regardant les pays voisins, le Ghana, où les paysans aussi grognent beaucoup. Est-ce qu'il y a une unité d'action pour se soutenir les uns les autres et puis renforcer vraiment ce qui est fait, ce qui est demandé pour le bien des paysans, que ce soit ceux du Ghana que de la Côte d'Ivoire? Merci bien. Prenez M. Ibrahim, n'oubliez pas M. Ibrahim. Prenez toutes les questions et puis répondez un coup. D'accord, donc M. Ibrahim n'a qu'à poser sa question. M. Ibrahim n'a qu'à donner sa question. Alors, je suis là, on m'entend? Oui, on vous entend. Ok, bonsoir monsieur, bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Je vous ai écouté et je vous remercie pour votre intervention. Vous avez parlé de certaines choses, mais j'ai senti en vous aucune appréciation par rapport aux efforts colossaux que le gouvernement a fait par rapport à cette année où le prix est monté à 1500. Vous dites qu'on prend 5000. Je dois vous demander à l'époque, autant nous fouet, c'était à combien jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on a une fois eu un montant à 1000 francs? Parce que vous dites que l'État donne 1500 aux cultivateurs et prend lui seul le reste. Ou vous avez eu, vous avez l'information que l'État prend, on nous charge 5 000. Même si on nous charge 5 000, vous pensez que le gouvernement, dans ceux qui sont passés, est-ce que ce gouvernement faisait 50-50 avec les cultivateurs, les cultivateurs? C'est-à-dire que si on payait 3 000 à l'époque, autant nous fouet. Est-ce que l'État, vous pouvez leur donner 1 500, et puis la Côte d'Ivoire, l'État prend 1 500. Donc, on a vu ce qui s'est passé. Autant nous fouet, on a connu la conjoncture. D'où est venue la conjoncture? C'est-à-dire que beaucoup ne savent pas. La conjoncture est venue du fait que les Occidentaux payaient très mal nos cacao, nos cafés cacao. Et c'est ainsi que notre cher président à l'époque, Félix Houphouët-Boigny, a décidé de discuter avec eux, d'augmenter l'achat du cacao sur le plan international. Et c'est ainsi que quand le président... Oui, j'ai pas fini, c'est vrai. Je viens. Quand notre président Houphouët-Boigny a décidé de faire bras de fer avec les Occidentaux, ils se sont entendus. Ils se sont entendus contre nous, nos cacao. Et nos cacao sont restés au port, pourris au port. C'est ce qui a entraîné la conjoncture. Je vous rappelle, peut-être que beaucoup ne savent pas ça. C'est ce qui a entraîné la conjoncture. Parce que ce qu'on avait déjà acheté, ils n'ont pas acheté on a acheté nos cacao. Aujourd'hui, on a un président qui vient, qui va se battre sur les étiquettes internationaux. Avec le Ghana, ils sont mis ensemble pour aller discuter. Et on a donné un gros prix favorable à nos planteurs aujourd'hui qui n'ont jamais vu ce prix-là. 1500 francs. Ils n'ont jamais 1000 francs même. Aujourd'hui, on leur donne 1500. Je pense que c'est salutaire. On doit remercier ce gouvernement parce que c'est pas comment on se lève pour aller discuter avec eux. Si on a eu gain de cause aujourd'hui, par rapport au combat de Houphouët-Boigny à l'époque, et aujourd'hui on a eu un grand gain de cause, on doit féliciter les gens qui sont là et les encourager à dire que prochainement, donner plus à nos planteurs et on discute dans ce sens-là. Mais c'est un exploit qui s'est passé. Il faut remercier. Quand on dit qu'il n'y a pas de soins de santé, aujourd'hui on demande 1000 francs à chaque Ivoirien. Mais c'est une question bien faite. On va répondre à sa question. Ok. Que pensez-vous des 1500 que l'État a donné comparativement aux autres présidents qui sont passés qui n'ont jamais fait cet exploit-là? Et quand vous dites qu'il n'y a pas de centre de santé en Côte d'Ivoire, qu'on ne peut pas prendre nos cultivateurs pour leur enlever 1000 francs pour qu'ils paient 1000 francs. D'habitude, les cultivateurs qui sont dans les endroits ruraux, là, où ils vont se faire soigner. Donc, merci bien. Merci beaucoup, M. Ibrahim. Oui, laissez-moi répondre. Je vais répondre. En fait, je n'ai pas voulu comparer. Mais quand M. Ibrahim dit qu'il n'y a jamais eu 1500 francs en Côte d'Ivoire, avant même, il y a eu 200 francs qu'on donnait aux paysans. Mais quand on donnait 200 francs aux paysans, les enfants des paysans étaient scolarisés gratuitement. Ils avaient des bourses, ils partaient dans les écoles par mérite. Avant, une machette coûtait 500 francs. Aujourd'hui, une machette coûte au moins 4500 francs. Avant, le pain coûtait
25 francs. Aujourd'hui, un pain coûte au moins 300 francs. Pour quitter Amman, avant pour aller à Abidjan, on payait 2500 francs. Aujourd'hui, pour quitter Amman pour aller à Abidjan, il faut payer 10 100 francs. Avec les péages. Avec les péages. Quand les péages viennent, le transport augmente. Avant, le paysan était encadré gratuitement. Il recevait les engrais, même les machettes, on en donnait gratuitement aux paysans avant. Le paysan n'a plus tout ça gratuit aujourd'hui. Toutes les pistes qui reliaient les villages étaient reprofilées chaque début de campagne avant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, quand vous parlez de 1500 francs, par rapport au coût de la vie avant. Avant 1970. Écoutez-moi bien. Vous avez parlé, vous m'écoutez. Vous avez parlé, vous écoutez. Mais ils sont comme ça. Le RDA, ils sont comme ça. Le RDA, ils sont comme ça. Quand ils arrivent quelque part, ils veulent s'imposer. Ils sont tous comme ça. Sans expliquer. Avant, quand le paysan, l'enfant du paysan, il quittait Amman pour aller à Tingrela, il ne payait rien. Aujourd'hui, nous payons les écoles, nous les paysans. Et très cher. Avant, les enfants des paysans ont eu accès à des postes, hauts postes. Tous ceux qui ont les cas d'aujourd'hui, c'est les enfants des paysans. Maintenant, les paysans d'aujourd'hui, là, leurs enfants n'ont plus accès au travail. Tous les concours sont vendus à hauteur de millions. Donc, le contexte est différent. Par rapport au coût de la vie, ce n'est rien du tout. Vous pouvez dire ça à quelqu'un peut-être qui n'est pas intellectuel, qui ne comprend pas grand-chose. Mais quand on compare les choses, c'est le jour et la nuit. Au temps de la libéralisation, les sociétés coopératives arrivaient à réaliser des projets sociaux dans les bases. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce que la commercialisation se trouve aujourd'hui entre les mains des Libanais. Les paysans, les sociétés coopératives des paysans, les véritables sociétés coopératives des paysans ont fermé boutique. Donc, quand on parle de 1000 francs CMU, quand quelqu'un qui te prend sur ton argent 2500, 3000 francs, et puis après va venir te dire qu'il faut cotiser 1000 francs, vous trouvez ça normal dans un pays de droit? Nous, on ne veut pas faire la politique, mais on ne veut pas qu'on nous prenne pour des dupes. Ne politisez pas le débat des paysans. Ça, c'est de la politique. C'est pourquoi on dit tout ça là, c'est bon. L'État n'a qu'à nous donner la gestion de notre filière. L'État, on va toujours payer ce qui revient à l'État. Et puis ça s'arrête là. Nous avons acquis les sociétés comme Siscacor pour transformer, pour commercialiser notre cacao, pour faciliter la commercialisation des paysans. Ceux qui sont venus, ils ont tout liquidé. Aujourd'hui, là, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas vendre lui-même son propre cacao, son propre café. Or, avant, c'est l'État qui vendait. Et c'est le contrat que les paysans ont eu avec l'État de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la commercialisation du cacao se trouve entre les mains des multinationales. Donc, ils sont capables, c'est-à-dire, ils manipulent et notre État et nous les paysans comme ils veulent, quand ils veulent. C'est de là se trouvent les difficultés. La réalité d'hier, ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. 1500 francs aujourd'hui, voilà, les contextes sont très différents. 1500 francs d'aujourd'hui, là, c'est au moins 10 000 francs hier. C'est au moins, voilà. 200 francs, je vais dire du moins 200 francs hier, c'est au moins 10 000 francs aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous allez atteindre 10 000 francs, on va savoir qu'on a atteint au moins la valeur de 200 francs de 1960-1980. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas affaire à des gens qui avalent les choses parce qu'il faut avaler. Non, la vérité, il faut qu'on la dise. Mettons la politique politicienne de côté. C'est pourquoi on dit qu'il faut dépolitiser les filières agricoles pour permettre aux paysans de vivre de leur activité. Est-ce que la plantation, là, c'est pour les dirigeants? Nos plantations appartiennent à qui? Ça, c'est pour nous. Pourquoi ça doit bénéficier aux autres? Et nous, on va confier sous le poids de la propriété. Si on vous confie la gestion de nos biens et que vous ne gérez pas bien, c'est normal qu'on vous l'arrache. Où est le problème à cela? Ok, merci beaucoup, M. Tia. Vous avez très, très bien répondu à cette question. Chez nous, en sociologie, on dit qu'il ne faut comparer que ce qui est comparable. Le contexte au temps du fouet est très, très, très différent du contexte actuel où la cherté de la vie est en train d'étouffer tout le monde. Voilà, donc il nous reste juste 3 minutes avant la fin de notre émission. Monsieur Tia, on va vous demander de donner votre mot de fin. Adressez-vous particulièrement aux autorités, parce que c'est eux qui ont la décision. Okay. Allez-y. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Rapidement, je vais vous donner 2 minutes de plus. Il n'a pas répondu à la dernière question de M. Eddy, parlant de comparaison au Ghana. Ah oui. Il a demandé si vous aviez des connexions internationales avec les autres pays. Est-ce qu'il y a une solidarité avec le Ghana? Bon, aujourd'hui, il faut être réaliste. Les paysans, on nous a coupé de tout. Nous n'avons pas de moyens. Nous faisons ce que nous faisons là. C'est que quand nous on vend au moins quelques kilos de cacao, on prend cet argent-là pour faire le travail de tout le monde. Et aujourd'hui, la structure qui a été mise, la structure provisoire qui a été mise, qui est le Conseil Café Cacao, est l'écran aujourd'hui entre les paysans et les autres paysans du monde. Donc, les paysans ivoiriens n'ont pas accès aux autres paysans du monde pour discuter. Donc, du coup... Ah, ok. C'est le Café Cacao qui gère tout. C'est le Conseil Café Cacao qui gère tout.
Voilà. D'accord. Donc, voilà Et eux, depuis 2015, leur mandat devait être achevé. Exactement. Donc, ce que nous voulons dire, c'est ça. Si j'ai oublié une question aussi, vous me rappelez pour que je puisse... Non, ça va. Allez-y pour votre mot de fin. Ok, mon mot de fin, c'est pour dire au président de la République, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des planteurs. Nous voyons que la gestion de la filière café-cacao est catastrophique aujourd'hui. Même si hier, on a eu à commettre des erreurs dans la gestion de la filière, la situation n'était pas aussi catastrophique que ça. Nous demandons au chef de l'État, il n'a qu'à donner la gestion de la filière café-cacao aux acteurs que nous sommes. Il faut qu'on mette ce système-là à plat parce que c'est un système appauvrissant pour les paysans. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on transforme plus de 500 000 tonnes. Mais la transformation est dans la main de qui? Ce n'est pas dans la main des Ivoiriens. Ce n'est pas dans la main des planteurs. C'est dans la main des multinationales. Voilà pourquoi on dit on nous esclavagise. Parce que la plus-value que ces gens-là gagnent sur la transformation des produits semi-finis et finis, ça va dans les caisses. Ça ne vient même pas dans la caisse de notre État de Côte d'Ivoire. Ça ne profite ni à l'État, ni aux planteurs que nous sommes. Alors que si l'État nous donne le contrôle de notre filière, nous, on va décider d'égal à égal. Parce qu'on est libre de vendre notre produit à qui on veut. Aujourd'hui, les institutions financières internationales ont induit nos autorités en erreur. On ne peut pas comprendre que hier, on nous parlait de programmes d'ajustement structurel au niveau de la Banque mondiale et des FMI qu'on imposait à nos États. Aujourd'hui, ça ne va pas et ces institutions internationales, on ne les entend pas. Il y a problème. Donc, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de faire un effort pendant qu'il est encore temps, parce que si les paysans ne sont pas satisfaits, ils vont délaisser la culture du cacao et c'est tout le monde qui sortira perdant. La culture du café est déjà tombée. Si le cacao tombe, on sortira tous perdants. Donc, nous interpellons toutes nos autorités, où qu'ils soient, et en tête le président de la République, nous demandons que la gestion de la filière café-cacao révèle nos acteurs. Ok, merci beaucoup, M. Tia. Merci à tous nos auditeurs. Nous allons vous donner rendez-vous le dimanche 2 juin prochain, mais nous voulons insister par rapport à ce thème sur la nécessité de rétrocéder la gestion de la filière aux paysans qui travaillent sans rien avoir en retour, qui vivent dans des conditions très difficiles, et cela est valable pour toutes les filières, vraiment toutes les filières. Donc, il y a quoi à vous, vos parents payeurs, poursuivez la lutte. Bon courage, M. Tia. Que Dieu même vous inspire les meilleures stratégies pour faire entendre raison au gouvernement, et que Dieu aussi touche vos gouvernants pour qu'ils se penchent de façon plus sérieuse sur votre situation. Voilà. Merci à tous nos auditeurs. Excellent mois de mai. Et puis rendez-vous le 2 juin prochain.